Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui, on va bouger un petit peu du côté des États-Unis pour parler d'un réalisateur. Un réalisateur qui a quand même une sacrée longévité. Parce que le bougre, il a quand même eu peut-être un des Rise and Fall plus un nouveau Rise les plus étonnants de l'histoire du cinéma. Il est arrivé en 99 avec un film qui est devenu culte. Il a fait en 2000 un film qui est devenu encore plus culte. Des films qui sont intéressants dans la foulée jusqu'à perdre l'intérêt du public. Et il est revenu avec un film à petit budget qui derrière lui a permis de retrouver les bonnes grâces progressivement avec des budgets moins importants jusqu'à revenir à des budgets corrects pour des films qu'on pourrait caractériser comme le cinéma du milieu. Le cinéma du milieu, pour moi, c'est que je le définis comme ça, c'est un cinéma où d'un point de vue budgétaire, on n'est pas sur des films indépendants que je situe avec maximum 10, 15, grand maximum 20 millions de dollars. Et encore, je suis gentil, je suis très généreux avec 20 millions de dollars. Et que ce cinéma du milieu, pour moi, se situe entre les 30 et 90 millions à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, M. Night Shyamalan, c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Et il faut dire quand même que c'est un des Rise and Fall et un Rise les plus étonnants de l'histoire du cinéma. Le mec a eu quand même une carrière abracadabrantesque, c'est quand même assez fou. De Sixième Sens, suivi d'Incassable, Signe, Le Village, La Jeune Fille de l'eau, Phénomène, Le Dernier Maître de l'air, After Earth, qui est la plus grosse merde scientologique que j'ai vue avec Battlefield Earth. Suivra sa renaissance avec The Visit, Split Glass, sa série The Servant, Old, Knocks of the Cabin et Trap. Le film dont nous allons parler aujourd'hui. Avec à l'affiche quand même un très joli casting quand même, faut pas se leurrer, il a quand même des sacrés bons petits acteurs autour de lui. Il a Josh Hartnett qui depuis notamment Oppenheimer retrouve un petit semblant de carrière. Il a fait Oppenheimer, il suit Trap, il a été un petit peu avant chez Guy Ritchie, je pense qu'il est tournage ou Un homme en colère de Ritchie. Voilà, depuis quelques années, on le revoit un peu plus souvent, et moi ça me fait super plaisir, où même s'il avait fait des films intéressants, que moi je qualifie comme intéressants, mais quand tu te dis, ça fait quand même à peu près une grosse dizaine d'années qu'on le voyait moins sur des rôles de premier plan, que ce soit chez De Palma pour Dahlia Noir, que ce soit pour Sin City chez Robert Rodriguez et Miller, La chute du confrontant noir de Ridley Scott. Voilà, c'était... Et notamment Virgin Suicide, qui est le film qui l'a proposé au rang de jeune premier, alors que Eva Culti de Robert Rodriguez aussi, mais je préfère dire que c'était Virgin Suicide, même si le mec, je rappelle qu'il a commencé notamment chez Halloween, dans la saga Halloween, 20 ans après. Des fois, t'as des acteurs, ils commencent avec le top du top, c'est incroyable. Et j'ai envie de dire DiCaprio a commencé dans Creeper 3, donc ça. Du coup, de quoi ça parle, Trap? Faut le dire, c'est l'histoire d'un tueur en série qui se fait surnommer The Butcher, et justement, qui est interprété justement par Josh Hartnett, un bon petit père de famille qui a l'air de pas piquer des hannetons comme ça, hein. En fait, voilà, c'est un gros tueur en série, le mec. Du coup, avec sa fille, il va à un concert de la pop star Radio Raven, qui est, on va dire, la Taylor Swift de l'univers M. Night Shyamanesque. Du coup, il va se retrouver un petit peu bloqué parce que la salle est entourée et totalement remplie de flics qui savent pertinemment que le Butcher viendra à ce concert. Est-ce qu'il va se faire attraper? Est-ce qu'il va pas se faire attraper? On y répondra dans la foulée. Mais du coup, j'avais envie de parler avant tout de la mise en scène. Car la mise en scène de M. Night Shyamalan est très intéressante sur beaucoup de points. C'est pas le point qui va me faire détester le film, parce que je rappelle, j'ai pas spécialement apprécié le film. Mais c'est plus pour des raisons de scénario que de mise en scène. Même si l'un va souvent avec l'autre, mais le scénario a pris tellement le pas que forcément la mise en scène de M. Night Shyamalan, je vais vous dire qu'une chose, elle est
un exemple d'efficacité. Techniquement parlant, c'est peut-être je trouve que c'est son film le plus Hitchcockien dans la manière d'amener bon, déjà le thème du tueur, qui est omniprésent dans les films à suspense de Hitchcock. Là, on le retrouve beaucoup plus avec une certaine subtilité. Déjà, on peut citer par exemple le panel de couleurs, qui est omniprésent du film, du rouge au bleu. Le rouge qui représente notamment le danger chez M. Night Shyamalan, qui est ce rouge tapant qui sera notamment sur le sol, dont le personnage de The Butcher va envahir cette salle de son danger, quelque part. On peut dire aussi littéralement des cabines des toilettes, justement, qui sont aussi, à la fois, le rouge est un symbole du danger que représente le personnage, mais aussi de protection. Vu que c'est un tueur, le rapport des valeurs, même s'il représente le mal, le danger, pour ce mal qui est le personnage du tueur en série joué par Josh Hartnett, justement le rouge est protecteur quelque part. Et ce qui en fait quelque chose de très intelligent, je trouve, dans le cinéma d'M. Shyamalan. Et d'amener un personnage, quand il va dans ses toilettes, il est à l'abri des regards. Il peut sortir son téléphone et voir sa victime qu'il a séquestrée. Très intéressant. Donc là, il y a quand même des évolutions. Le bleu est toujours cet aspect protecteur et tout ça, mais dans l'inversion des valeurs, est vu comme une couleur néfaste. Elle représente notamment sa famille, elle représente notamment le corps policier. Donc voilà, il y a tout cet aspect de travail qui est fait au niveau des couleurs que je trouve très intéressant. Bien sûr, d'un point de vue cadrage, ça reste un film qui est très très intéressant. Il a notamment travaillé avec... alors, je veux pas écorcher son nom, parce que c'est... Je n'aime pas détourner. Donc du coup, c'est un chef opérateur thaïlandais, Sionamumbu Mukdiprum, excusez-moi si j'ai saccagé son nom, qui est un chef opérateur qui, notamment, beaucoup travaillé avec... comment il s'appelle, Luca Guadagnino, un réalisateur que j'aime bien, bien sûr vous sentez l'ironie, réalisateur de Call Me By My Name, que je n'aime pas, Suspiria, que je n'aime pas, et Challenger, qui est insipide. Bien sûr, il a un peu joué vite, enfin il a un peu travaillé avec Ron Howard et tout ça, donc du coup, voilà, c'est un chef opérateur qui arrive doucement dans un certain cinéma, et du coup, c'est sa première, on va dire, une de ses premières grosses productions américaines avec The Challengers. Du coup, c'est un chef opérateur que j'ai trouvé très intéressant, qui est très chamanesque dans la manière d'amener, que j'ai trouvé très intéressant dans sa manière dont les cadres sont composés, c'est-à-dire la lumière. Les cadres sont très bien composés et ils vont très bien avec M. Shyamalan qui a cette manière d'amener les personnages à la fois à nous regarder presque de face, presque nous confronter. C'est un truc qui fait énormément et qui déstabilise énormément et qui permet aussi de jouer sur les jeux de regard. Par exemple, quand il te regarde de face et qu'il regarde légèrement sur le côté, ou que le cadre te montre que le regard est légèrement décliné, ça te permet de montrer véritablement un éloignement du personnage. Et je trouve qu'il le fait, c'est très bien cadré dans ce domaine-là. Là où j'ai eu un peu plus de mal, c'est, je trouve, dans cette idée, dans l'aspect du concert. En extérieur, je trouve que c'est relativement bien éclairé. C'est très soft, très efficace. Je trouve que c'est bien fait. Ou dans les couloirs, par exemple. Mais je trouve que dans les concerts, il y a un truc qui m'a énormément dérangé. J'ai l'impression que tout était sous-exposé. Alors, je ne sais pas si ça venait du projecteur de la salle qui, bien sûr, les cinémas, pour économiser de l'énergie, un projecteur a besoin de 2 ampoules. Des fois, ils en mettent qu'une pour économiser de l'énergie. Et les ampoules par ailleurs, parce que ça coûte relativement cher. Du coup, j'ai trouvé le film très sous-éclairé et j'avais l'impression de même voir du grain numérique. Ou du grain pellicule, je sais du coup donc ça veut dire que c'est sous-éclairé dans tous les cas. Et moi, j'ai aucun problème avec le grain, c'est juste que là, j'ai l'impression que c'est parce que c'était pas très bien éclairé par moment. Donc, c'est le seul point du concert qui m'a un peu dérangé. Sinon, tout le reste est relativement plutôt bien éclairé. Il y a une ambiance assez pesante qui veut être amenée avec la lumière et le choix des couleurs. Donc c'est des choix très intéressants. Mais il y a des choix
Et ça va suivre après ce que je veux dire sur le scénario qui me dérange. Par exemple, M. Night Shyamalan a pris perpétuellement l'idée de vouloir faire monter la tension. Sauf que ça se fait par des points qui me dérangent énormément. C'est le fait, par exemple, qu'en tant que réalisateur, ça ne te choque pas que, par exemple, il y a une scène, et j'en reparlerai un petit peu après plus tard, où M. Night Shyamalan, ou le personnage de Josh Hartnett, Cooper, va faire monter l'huile pour créer une diversion. Il va mettre des bouteilles on va dire du coca, puisque je sais pas ce que c'est comme boisson, on va dire c'est du coca, qui a fait exploser de l'huile à une équipière. Bonjour les gens de McDo, on sait à quel poste on était. Du coup, va se retrouver potentiellement à la vue de tout le monde. Et ça, c'est un problème que j'ai d'un point de vue de réalisateur, mais mec... Alors, je sais pas si tu vas chercher un concert, parce que même un entracte qui est du monde, c'est normal. Parce que tout le monde veut faire sa pause pipi ou chercher sa bière ou un t-shirt. Mais quand tu es entre les morceaux, t'es censé être dans un couloir relativement un peu plus vide. C'est ça qui me chagrine, c'est qu'il y a des choix de mise en scène, il y a trop de monde en vue du moment où ça doit être, du concert. Et c'est ça qui me dérange énormément, de me dire que, mec, qui l'a pas vu ? C'est un truc élémentaire, en fait, c'est que quand t'es réalisateur, tu vois pas forcément que ton regard, t'as le regard aussi de ton personnage et de tous les éléments qui vont être autour. Et en fait, il y avait tellement de monde, c'est une idée, je pense, problème de script ou de scénario, ou même de mise en scène, parce que l'un va avec l'autre, là, sur le coup, de me dire, mais il y a trop de monde en vue de ça. C'est comme quand il fait chuter une nana qui est bourrée pour divertir pour distraire les flics. Il y a clairement trop de monde. Tu vas me dire que personne ne l'a vu. C'est pour ça que ça me paraît fou. Et en fait, au bout d'un moment, ce qui doit faire le principe la force pour moi, ce qui était la force du pitch et qui m'avait attiré, c'était ça. Tu as un tueur qui est entouré de monde. Et ben en fait, ça va devenir presque le point faible du truc au final. Parce qu'au lieu d'être discret, de dire voilà, bon, je suis discret, j'ai l'air de rien, je vais la foutre à l'envers. Le mec, perpétuellement, a l'air un minimum bizarre. Et à côté, le scénario n'aide pas sur ces points-là. Ne c'est pas parce que t'as des choses qui font perpétuellement penser que le scénario fait tout pour aider le personnage, mais pas genre dans la manière, c'est un élément de scénario, il y a pensé, il a anticipé au cas où, non. C'est le scénario qui fait, tiens, voilà, je t'ai sauvé. Mec, je te sauve. Allez, vas-y, je te sauve, respect. C'est arrivé plusieurs fois dans le film. Je vous ai parlé du cas de la meuf qui chute. Là, on voit clairement le scénario, et là, personne l'a vu. Scénario. L'équipière qui se fait exploser l'huile sur la gueule. Personne l'a vu. Le mec de t-shirt qui lui fait mec, moi je sais ce que c'est, hein. T'inquiète frérot. Je dois pas le dire, hein. Mais je vais te le dire quand même parce que t'es un bon papa, hein. Franchement, parce qu'il y a le tueur, ils veulent l'attraper, ils vont le couper, ils vont l'attraper. Là, scénario, ça fait un peu gros quand même, hein. Alors, sans compter que voilà, ça va enchaîner relativement ça. C'est-à-dire le mec va trouver un badge, il va réussir. À un moment, il va sur le toit pour faire genre oh, j'ai vu cette équipière, ça m'a choqué, j'avais besoin de prendre l'air, prendre une petite pause. Il y a 2 flics. Il fait c'est quoi le mot de passe? Bah, et en plus, le mec lui a dit, hein, parce que le mec est tellement incompétent, il lui dit le mot de passe. Hein. Le mec, il lui vend le t-shirt. Hein. Le mec, franchement, licenciement à vie plus prison. Du coup, il arrive à trouver. Il leur dit, les flics leur font ouais, mais il faut une carte, on vous a filé une carte. Il fait merde, qu'est-ce que je fais? Je reste calme. Ouais, je l'ai. Voilà, tenez, elle est là. Et le scénario, c'est perpétuellement ça. Le mec arrive à te sortir dans des situations, c'est quand même relativement abracadabrantesque. En fait, ce qui fait les forces des films de Shyamalan, c'est d'amener correctement les personnages jusqu'à une conclusion, pas un twist, une conclusion qui peut t'amener un nouveau regard, à la limite. Il le fait très bien, ça. Bah là, il le fait perpétuellement et ça rate tout. Même jusqu'à ce twist final où on te dit qu'au final, c'est la femme qui a fait ça, qui a laissé la facture sur un des lieux du crime
parce qu'à la base, elle croyait qu'il la trompait, qu'il l'a suivi, qu'il sentait l'ammoniaque, un produit de détergent justement qui sent très fort. Très fort. Il fait, c'est pas le bourré, c'est normalement tu es censé sentir le parfum d'une meuf, donc ça doit être autre chose. Elle a eu des doutes. Elle va à un lieu et elle laisse la facture. Le twist aurait pu être pas mal s'il aurait été quand même inventé, sauf que le problème c'est qu'aussi c'est même l'amenation de nouveaux personnages. Alors le personnage de Lady Raven, justement la star littéralement du concert, l'espèce de Tyler Switch poudronné à la fille de M. Night Shyamalan, parce que oui, c'est véritablement sa fille. Hein. C'est pas celle qui a réalisé Les Gators, c'est une autre. Puisqu'il en a 4, je crois, de mémoire. Et du coup, elle, quand elle va arriver dans le récit, parce qu'à un moment, tu la vois que de concert de distance, mais à un moment, tu vas te rapprocher d'elle. C'est-à-dire, c'est vu qu'elle va gagner Riley via l'aide de son père qui lui a fait et un caméo d'M. Night Shyamalan va lui permettre de se rapprocher de Lady Raven. Et vu que l'étau se resserre, il va se servir de Lady Raven pour pouvoir sortir. Ce qui à la fois peut être une bonne idée, mais bon, t'es pas obligé de la divulguer comme ça, c'est vraiment casse-gueule, je trouve, dans l'idée. Enfin bref. Surtout que, je disais un truc tout à l'heure, mais s'il y avait un ticket de carte, équipement, t'avais juste à remonter la carte bleue. Hein. Bon, après je dis ça, je dis rien. C'est qu'une spéculation ou une idée à la con. Mais voilà, le scénario, et du coup les personnages secondaires vont arriver de plus en plus. Donc on va suivre sa famille, parce que il va séquestrer Lady Raven, va lui dire oui, après la meuf a fait non, je vais chez vous et tout ça, pour pouvoir avoir des gens autour d'elle et sentir un peu en sécurité. Il y a un peu l'enthousiasme de la gamine, justement les parents et tout ça. Et il faut suivre vraiment que ce personnage, l'écriture des personnages secondaires est ultra bateau. C'est-à-dire, on n'a pas. En fait, si toute la famille aurait été là, il y aurait eu plus d'enjeux, plus de développement. Là, on a eu que Riley qui a un minimum de développement et d'amour pour Raven. La mère, elle arrive aux 3/4, ou presque aux 2/3 du film, donc à un moment, le développement ne peut pas être approfondi. Le dernier enfant, il est random. Le rapport avec la flic, il est voilà. Donc voilà. Globalement, il y a tout ça qui fait que pour moi, le film marche pas d'un point de vue scénaristique. Il y a trop d'élambiqués pour te dire que les enchaînements sont pas fluides. Il y a vraiment écrit bonjour, je suis le scénario, je viens t'aider. Donc à un moment, c'est pas ce que M. Night Shyamalan a fait de plus fin. Mais comme je l'ai dit, la mise en scène sublime qu'on met mal le truc, ce qui fait que c'est intéressant, visuellement parlant. Mais je trouve que c'est la preuve d'une chose, c'est que si tu n'as pas un scénario, tu peux avoir une magnifique photo, tu peux avoir des très bons acteurs. D'ailleurs, les acteurs sont toujours relativement très bien. Alors, ça peut dérouter parce que le style de M. Night Shyamalan peut perturber certains, notamment dans certaines réactions, notamment dans une certaine forme d'enthousiasme, de manière un peu... des fois, il dirige un petit peu ses réalisateurs comme des acteurs du muet, d'une certaine façon, dans la manière des expressions et tout ça. Ce qui est justement le cas pour Josh Hartnett, Ariel Douglas qui joue sa fille, la fille M. Night Shyamalan, je trouve elle très subtile, d'ailleurs elle joue relativement très bien, elle amène beaucoup de choses, je trouve très intéressantes. Alison Peel qui joue le rôle de la mère, c'est dommage parce que moi c'est une actrice que j'aime bien, que j'ai vue notamment dans Midnight in Paris, Salvary Milk. Elle joue aussi dans Scott Pilgrim, dans Snowpiercer, dans American Horror Story aussi, où elle a pas mal de rôles assez souvent. Je me souviens d'elle notamment dans la série, dans la saison, je crois la saison 5, c'est sur les années de Trump, sur l'élection de Trump, où vraiment je trouvais qu'elle avait un rôle plutôt bien amené, et c'est une actrice que je trouve très intéressante. Mais du coup, je trouve ça véritablement dommage, tout cet aspect-là de travail, qui ne permet pas d'aboutir à un film correct, et un film qui se croit malin. Genre par exemple, même sur là je spoil la fin, j'en ai rien à foutre, il se fait arrêter. Bon déjà le mec se prend 3-4 coups de taser, même s'il a pris un somnifère, ou un truc qui va le calmer, le mec tu prends pas 4 coups de taser, normalement ça, c'est chaud, 4 coups de taser. Hein. J'ai des amis flics, ils m'ont dit un coup de taser, déjà tu le sens passer, alors 4 putain, chaud. Il sort, bon déjà que les flics laissent passer ses enfants pour que sa fille lui fasse un câlin avant qu'il se barre. Ouais. Suivra justement
une scène que moi je trouvais touchante à la base, où justement il redresse le vélo d'un de ses enfants, comme pour dire, je suis quand même, voilà ce que j'ai fait, je m'en veux, tu vois. Il y a un côté justement, laquelle partie de personnalité est la plus intéressante? Le tueur ou le père? Et c'est ça qui est intéressant. Pour à la fin de comprendre qu'au final le mec il a juste relevé le vélo pour casser un petit bout de la roue, des tiges en métal qui permettent de faire la jonction de la roue, pour pouvoir après derrière s'enlever ses menottes et amener un gros sourire de tueur, un regard caméra. Ça aurait pu être intéressant. Mais malheureusement je trouve que ça passe beaucoup à côté de beaucoup de choses au détriment justement du film en lui-même. Il a voulu raconter quelque chose, mais essayer quelque chose, mais c'est pas forcément réussi. Est-ce que c'est le film de trop de M. Night Shyamalan? Je pense que seul le temps va nous le dire, parce que je trouve que c'est un film qui est raté sur beaucoup de points, qui veut t'amener sur une certaine psychologie, mais d'où les aboutissants ne vont pas jusqu'au bout. Et je trouve ça dommage. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis pas rentré un milliard dans les détails parce que je suis relativement bref et j'ai d'autres trucs à faire. Des vidéos à préparer pour le reste de l'été. Merci à vous pour les 380 abonnés. Franchement, si on essaie de multiplier ça avec le temps, ça serait génial. Mais en tout cas, j'essaie de ramener des meilleures qualités vidéo, des meilleures avec le temps, pour pouvoir vous proposer autre chose et développer ça. Je vous dis donc merci à vous de vos soutiens. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et allez voir Trap si vous êtes curieux quand même pour le délire. Tchuss.